Bien écoutez, bienvenue. Bienvenue dans cette salle du casino où apparemment tout le monde est rentré. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient restées dehors. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir avec Hugo Verlhomme qu'on ne présente plus. Donc pour cette, comment dire, Hugo, acte 3 du gouffre, de l'aventure du gouffre qui continue. C'est l'un des événements, mais il y en a d'autres, il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. On va en parler un petit peu, enfin en parler, juste dire quelques mots. Donc effectivement qui s'inscrit depuis 2014, 2015, 2016, cette année, dans le cadre des Journées du patrimoine. Donc, chaque édition amène, je dirais, de nouveaux sujets, de nouveaux dossiers, avec de nouveaux conférenciers. Donc, Michel Ségonzac, qui va commencer, je crois, et puis Alexandre Devez, donc scientifique, passionné, que je remercie d'être avec nous. Et puis, donc, pour parler de cette créature mystérieuse, emblématique du gouffre de Cabreton, qui est le calmar. Alors, j'ai appris quelque chose, c'est que le calmar et le calamar, c'est pas tout à fait... Est-ce que vous connaissez la différence entre le calmar et le calamar? Ah ah, ça c'est une bonne question pour commencer. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu, et puis Hugo, dans quelques secondes, vous donnera la réponse. En tout cas, moi, je suis donc très heureux d'être ici pour faire en sorte que cette aventure du gouffre, je crois, cette belle aventure qui suscite toujours, Hugo, autant de, comment dire, de curiosité de la part de tous ceux qui sont ici. Alors, particuliers, je sais qu'il y a aussi des scientifiques et des chercheurs qui sont là, des personnes proches de l'environnement, et de leur engagement dans des associations environnementales. Et c'est aussi, comment dire, une des clés du succès de ces rencontres, de ces conférences, que de pouvoir comme ça réunir des personnes aux horizons, somme toute, assez divers. Et puis, en même temps, pour ne pas être trop long et pour céder la parole à Hugo, donc de vous dire qu'effectivement, l'aventure continue, elle va continuer. Elle va continuer sous deux axes, car notre ambition, évidemment, c'est d'ancrer à l'année le gouffre, et puis l'aventure du gouffre, donc qui a commencé en 2014. Donc tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place. Et puis bien sûr, même si nous commençons l'acte 3, édition 2016, pour autant, nous sommes déjà, Hugo, projetés sur l'édition 2017, qui sera aussi, je crois, j'en suis sûr, un événement important, je dirais en seul mot, Nazaré. Ça vous dit quelque chose? Bon, voilà. Donc, plein de bonnes choses à venir, mais je n'en dis pas plus. En tout cas, merci à vous, merci de votre fidélité, merci de votre présence, merci d'avoir su faire preuve d'un petit peu de patience pour entrer, mais voilà, nous sommes, Hugo, mais c'est une bonne chose, victime du succès du gouffre. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Et merci à vous, en effet, d'être là pour ces événements. Donc, effectivement, cette soirée gouffre s'inscrit dans une série d'actions gouffre, comme on les appelle. C'est-à-dire qu'on a fait déjà un certain nombre de choses dans le passé. On est en train d'en faire. Notamment, on va produire des publications, un livret pédagogique, un livre sur le gouffre, et puis pas mal d'autres choses. On aura cet automne une conférence sur les requins du gouffre par Alexandre Devez, qui est un spécialiste du gouffre, des requins et des mammifères du canyon. Et puis au printemps, on aura la projection d'un film surprise avec probablement son metteur en scène, qui est un homme très connu dans le cinéma français. Je vous prépare quelques surprises. La sortie du livre, et puis effectivement le 10 septembre de l'année prochaine, réservez votre date parce que ça sera une journée du gouffre encore plus exceptionnelle que celle qu'on a vécue l'année dernière. Avec beaucoup d'événements voilà, qui vont être formidables. Pour ce qui est de ce soir, donc, effectivement, nous allons découvrir un petit peu mieux l'un des habitants mythiques du canyon. Il y a un certain nombre de gens qui m'ont dit « Ah bon, vous faites une conférence sur le calmar géant, mais est-ce qu'il existe vraiment ?» Ce qui fait vraiment partie de notre inconscient collectif, pratiquement, surtout à nous ici, qui sommes un peu au pays du chipiron, c'est-à-dire une forme de céphalopode très différente du calmar, mais quand même, le gouffre de Cabreton est un endroit où il y a énormément de céphalopodes, qui est très riche en seiches, calmars, en cornets, chipiron.
Et donc tout ça appartient vraiment à notre histoire. Et pour découvrir, nous allons avoir deux conférenciers que je remercie d'être venus. Donc Michel Ségonzac, qui est un ancien chercheur d'Ifremer, attaché honoraire au Muséum d'Histoire naturelle, et qui est quelqu'un qui a beaucoup baroudé, qui a fait un certain nombre de plongées abyssales à plus de 3000 mètres sur les fumeurs, pour ceux qui connaissent un petit peu les fonds marins, et qui a aussi eu l'insigne honneur de découvrir une espèce vivante, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez l'observer ici, cette espèce vivante, c'est le Galatée yeti, qui est un crustacé magnifique donc, dont Michel est le découvreur, ce qui lui a valu une renommée internationale importante de tous les médias du monde. Et par ailleurs, Michel a écrit un livre sur le calmar géant avec Ángel Guerra, qui est un chercheur espagnol, qui devait venir, mais qui n'a pas pu venir. Et en deuxième partie, nous aurons Alexandre Devèze, que les gens connaissent bien ici, qui est un expert scientifique qui a fondé le GEFMA, qui est donc basé à Cap-Breton, et qui est vraiment un spécialiste de la région du Gouffre, et comme je le disais, des mammifères marins, mais aussi des requins, et bien sûr des céphalopodes, et il nous parlera notamment de la relation entre les cachalots et le calmar géant. Voilà, donc il ne reste plus qu'à jeter l'encre du calmar, bien sûr. Hugo, pas tout à fait. Tu n'as pas répondu à la question. Alors, calmar ou calamar? C'est vrai. Oui, parce que les gens souvent disent calamar, calmar, et en fait, je pense savoir, si les scientifiques ici me détrompent, qu'ils le fassent, que calmar, c'est pour l'Atlantique, et calamar, pour la Méditerranée. Voilà, c'est tout bête. Ça ne veut pas dire que c'est la même espèce, parce que je crois qu'il y a environ 800 espèces de céphalopodes, et donc c'est très très compliqué de les distinguer les uns des autres, mais vous en saurez beaucoup plus dans quelques instants. Merci. Voilà, je voulais simplement, avant de laisser la parole donc à Michel Ségoniac, remercier bien sûr les services de la ville de Cap-Breton, particulièrement le service culture, de remercier aussi l'office de tourisme et puis bien sûr de remercier nos deux conférenciers d'aujourd'hui qui nous font l'honneur et le plaisir d'être avec nous et puis bien sûr, comme il se doit, de remercier Hugo. Donc, bonne conférence. Merci à vous. Merci Hugo de m'avoir invité. Merci à monsieur le maire aussi pour cette invitation sympa. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. C'est toujours impressionnant de voir une salle comble. Je vais commencer par contrarier peut-être Hugo, parce que il y a deux écoles pour le calmar-calamar. Normalement, le calmar, c'est pour les scientifiques, et calamar, c'est pour la cuisine. Mais bon, on peut... vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, j'ai travaillé 33 ans à l'Ifremer, Institut de recherche sur la mer, dans un département qui s'appelle environnement profond, et où on étudiait la faune abyssale, c'est-à-dire qui vit entre 2000 et 5000 mètres de profondeur. Alors au début avec des chaluts, carottiers, dragues, et puis avec l'avènement des petits sous-marins dans les années 80 avec le sous-marin, où on a découvert des communautés abyssales, des communautés hydrothermales, pardon, qui étaient tout à fait particulières. Mais aujourd'hui, on va parler surtout du calmar géant, bien sûr. Mais en introduction, on verra un petit peu comment se présente cette faune abyssale. Pas tout, naturellement, mais voir quelques espèces avec des caractéristiques, des adaptations particulières de vie dans ces milieux extrêmes. Alors un peu d'histoire. Jusqu'au milieu du 19e siècle, tous les savants pensaient qu'il n'y avait pas de vie au-dessous de 600 mètres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'oxygène, il faisait noir, il faisait froid. Et il a fallu attendre la pose des premiers câbles télégraphiques, notamment un câble qui a été déposé entre la Sardaigne et l'Algérie, pour que des câbles déposés à 2000 mètres, quand on les a relevés pour les restaurer ou pour les réparer, on s'est aperçu qu'il y avait de la faune, des vers dans des tubes, des anémones, des coraux, etc. Donc là, c'était une première preuve que les animaux pouvaient vivre jusqu'à 2000 mètres. Puis, c'est la période des grandes aventures, des bateaux océanographiques, notamment le Challenger, qui est parti pendant 4 ans faire le tour du monde, et qui ont ramené des centaines et des centaines d'animaux qui vivaient jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Également, le prince Albert Ier de Monaco, avec ses 2 goélettes, avait fait beaucoup dans les explorations
profonde. Il avait même eu le record pendant très longtemps d'un poisson qui avait été pêché à 6000 mètres de profondeur. Puis sur l'ère des records, le Trieste, financé par les Américains, c'était à l'époque de la guerre froide, ils essayaient de battre des records. Et là, avec Picard et le bathyscaphe, le Trieste plutôt, ils sont descendus dans la fosse la plus profonde du monde, au large des Mariannes, au sud du Japon, des Philippines, à 11 000 mètres de profondeur. Voilà une carte des sous-marins, juste pour souligner que les fonds sous-marins occupent les 2/3 de la surface du globe. C'est considérable. Et curieusement, c'est ce qui est le moins connu. Vous voyez un exemple qu'on rappelle souvent, un satellite qui fait le tour de Mars en 15 jours peut faire la cartographie complète de la planète. Et ici, sur cette Terre, on n'est pas capable d'avoir une représentation exacte de la topographie de la planète. Ça, c'est une carte qui a été extrapolée à partir de sondeurs. Et alors pourquoi? Parce que l'eau est un élément très particulier qui fait 800 fois la densité de l'air et qui implique que plus on s'enfonce, plus c'est noir. Mais surtout, il y a une pression terrible qui augmente avec la profondeur. C'est comme si, à 4000 mètres, c'est comme si vous aviez sur chaque centimètre carré de votre corps le poids d'une vache, par exemple, 400 kg. Oui, donc ça nécessite des moyens techniques très sophistiqués, le sous-marin. Et même avec un sous-marin, mettons un sous-marin qui va faire une plongée, il va peut-être explorer 3 km de fond, éclairé sur 10 mètres, un couloir de 10 mètres, et pas plus. Et les chercheurs ont calculé que depuis que les sous-marins existent, là, il y a 5 sous-marins français, 2 Russes, qui ne tournent pas beaucoup d'ailleurs, un japonais, un américain. Depuis une trentaine d'années, si on totalise la superficie qu'ils ont explorée, ça représente à peu près la superficie de l'agglomération parisienne. Vous voyez, si vous ramenez ça à la totalité du globe, c'est dérisoire, donc on peut encore découvrir beaucoup de choses. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est une chaîne de montagnes, c'est le plus grand système volcanique de la planète, des montagnes qui font 60 000 km de long, et à l'axe, il y a des sorties de magma, c'est un volcanisme, et qui est à l'origine de la dérive des continents. Mais ça, on ne l'étudiera pas. Ça, c'est une carte que j'ai trouvée sur Internet, qui est très belle, c'est juste pour illustrer l'Atlantique. Alors, l'exploration, qu'est-ce qu'il faut pour les sous-marins? Il faut un bateau, voilà le pourquoi pas. C'est le navire amiral de la flotte océanographique française, qui fait 105 mètres de long, et qui navigue depuis une dizaine d'années, je crois. Et puis il faut un sous-marin. Voilà le Nautile qui est depuis 1985. C'est une sphère de titane qui fait un peu plus de 2 mètres de diamètre et autonome. Là, il n'y a pas de câble qui relie au navire, c'est autonome avec autonomie électrique. Il y a des batteries qui sont très très lourdes d'ailleurs, et puis équipé de bras télémanipulés, de caméras, de flash, d'appareils photo, etc. Et à l'intérieur, voilà une coupe. On est 3. De l'autre côté, il y a le pilote qui va faire la navigation et qui va piloter utiliser les bras télémanipulés pour faire des opérations, pour faire des récoltes qu'on peut mettre dans le panier à prélèvement ici. L'observateur scientifique qui est au premier plan, alors on est couché sur le ventre avec le nez sur le hublot, et à l'arrière, un copilote, c'est lui qui va faire la liaison acoustique avec le bateau pour savoir si tout va bien, si où on est, etc. Donc là, une fois quand on quitte le bateau, bon, c'est le matin à peu près, il faut bien fermer les coutilles, il faut bien vérifier. Et puis, on part pour, mettons, un site à 3600 mètres de profondeur, il faudra 1h30 de descente, 1h30 de remontée et 5 heures de travail au fond. C'est 8 heures au total dans le sous-marin. Mais aucune préparation particulière, on est comme ici, il n'y a pas besoin de
pas besoin de palier, etc. La pression reste la même, l'air est renouvelé, donc il n'y a aucun problème pour n'importe qui peut le plonger avec ce sous-marin. Sauf ceux qui sont claustrophobes, naturellement. Hein. Là. Alors ça, c'est le noir, c'est pour vous donner l'impression qu'on est déjà dans le sous-marin et qu'on a plongé. Quoi. Non, c'est pour... Alors, quelquefois, on peut demander aux pilotes d'éclairer, ceux qui n'aiment pas parce qu'ils préfèrent garder l'électricité pour le fond. On peut voir des animaux qui vivent dans quelques centaines de mètres, comme, alors celui-là est assez remarquable, c'est un siphonophore, c'est-à-dire c'est un assemblage de plusieurs petites méduses qui peut faire 52 mètres de long, ce qui est un record pour les animaux. On peut trouver des poissons aussi à l'allure un peu sympathique. Vous voyez, comme celui-là, ce qu'il y a, c'est qu'on ne met pas l'échelle, donc c'est moins. Normalement, ça fait 30 cm de long. Alors, ce qui est remarquable, c'est de voir que comment l'évolution a-t-elle pu sélectionner un animal avec des dents aussi longues. Il a des dents tellement longues qu'il ne peut pas fermer sa gueule. Vous direz, on en connaît aussi dans le genre, mais bon, c'est pas. Mais alors là, il est obligé de faire attention aux proies parce que si la proie est trop grosse, il ne pourra ni l'avaler ni la recracher, il peut mourir avec. C'est comme ça que des pêcheurs en ont trouvé dans leurs filets. Autre particularité aussi d'une adaptation à la reproduction, c'est ce Melanocetus, c'est un poisson lanterne en quelque sorte qui vous rappellera la baudroie avec un leurre lumineux que le poisson agite pour attirer les proies. Alors là, c'est une femelle. Le mâle a à peu près la même gueule quand il est petit. Et est-ce la crainte de ne pas trouver un partenaire dans le noir? Mais le mâle, quand il voit une femelle, il va l'accrocher, il va la mordre, il ne la lâchera plus de toute sa vie. Il va devenir, son système circulatoire va être celui de la femelle. Il va vivre aux dépens de la femelle, en quelque sorte, toute sa vie. Ça va devenir une sorte de verrue informe, il va perdre un peu sa forme, une sorte de parasitisme. Sauf les gonades. Là, les gonades vont servir. Parce que, je ne sais pas s'il y a des saisons, mais à la saison, monsieur pourra féconder la femelle. Bon, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que d'autres mâles peuvent voir cette femelle et s'accrocher aussi. Et c'est comme ça que des collègues néo-zélandais ont trouvé dans les filets, une fois, une femelle qui avait 7 mâles accrochés à la femelle, dont un entre les deux yeux. Et il l'avait appelé Madonna. Oh, c'est pas sympa pour le poisson, mais bon, c'est pas... Alors, beaucoup plus sympathique, on peut trouver aussi des céphalopodes. Et là, on voit comment l'évolution aussi a agi, en quelque sorte. Ce céphalopode n'a pas de ventouses. Les ventouses se sont transformées, entre guillemets, en photophores. Donc là, parce que à ces profondeurs-là, donc on est dans le noir absolu, hein, on est à quelques centaines de mètres, c'est pas très profond encore, on peut être à 900, 1000 mètres. Et ici, par exemple, c'est une larve de calmar, pas de calmar géant. Et là, vous voyez qu'il y a des organes lumineux. Ce sont des photophores qui non seulement éclairent différemment, enfin, vous savez, vous connaissez les particularités de ces animaux pour changer de couleur, un mimétisme remarquable. Et en plus, ils sont articulés, ce qui fait que ça donne une palette de couleurs tout à fait remarquable. Ce qu'il faut voir que dans le noir, la particularité essentielle des animaux qui vont vivre dans le noir, c'est la bioluminescence. Si on n'est pas un peu biolumineux, on est cuit dans ces profondeurs. Chaque animal aura sa façon d'utiliser la bioluminescence, avec 3 fonctions essentielles. D'abord, attirer des proies, ou attirer des partenaires, bien sûr, ou bien se cacher des prédateurs. Donc, alors là, il faut trouver un système, parce qu'on peut dire un partenaire peut faire coucou à sa femelle, mais il faut faire attention que derrière, il n'y ait pas un prédateur qui repère aussi. Donc voilà, c'est toutes ces fonctions assemblées qui permettent à ces animaux de vivre dans ces profondeurs. Bon, là, c'est une coupe, vous reconnaissez l'Afrique, l'Amérique du Sud, le système magmatique ou le système de convection du magma qui va entraîner les plaques de part et d'autre de l'axe de la dorsale et qui est à l'origine de la dérive des continents que vous connaissez. Et à cet axe, donc c'est un volcanisme avec de l'eau qui sort parfois à 350 degrés
et c'est là qu'on a découvert des communautés particulières. Mais tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a comment fonctionnent les écosystèmes dans les grands fonds. Il y a 3 types d'écosystèmes. L'écosystème à base détritique, c'est détritus. Alors ça, c'est les 3/4 du fonctionnement des grands fonds. Tous les animaux qui vivent sur les fonds vont vivre à partir de la nourriture qui tombe de la surface. Alors bien sûr, plus ce sera profond, plus ce sera éloigné des continents, et moins il y aura de nourriture, moins il y aura de densité de population. Ce n'est pas le cas ici à l'écosystème hydrothermal, parce que là, il y a un autre fonctionnement particulier, mais on n'en parlera pas ici. Il y a un autre système qu'on évoquera aussi, c'est le système lié aux sources de fluides froids, où il y a un fluide qui sort à la base des continents, comme en Amérique du Sud, hein, à 6000 mètres de profondeur, et qui est chargé en méthane, et qui est utilisé par des bactéries et qui est à l'origine d'une chaîne alimentaire. On va l'évoquer tout à l'heure. Voilà, oui, ça illustre le système détritique. Vous voyez, tout ce qui tombe de la surface permettra la nourriture des animaux du fond. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à 6000 mètres, enfin, 3000, 4000, 5000, 6000 mètres de profondeur? Morne pleine, quelquefois on voit un poisson, une gorgone, une éponge. On peut trouver des poissons. Amphipodes, vous reconnaissez, vous savez, c'est plus de mer qui sautille sur la plage à marée basse. Sauf que là, on peut trouver des animaux qui peuvent faire jusqu'à 5-6 cm de long. On a même trouvé les Néo-Zélandais dans une fosse qu'ils ont au large de la Nouvelle-Zélande. À 7000 mètres de profondeur, ces puces de mer font 30 cm de long. Vous voyez, dans les grands fonds, ça n'arrive pas souvent, mais il peut y avoir des formes de gigantisme, qu'on n'explique pas trop d'ailleurs. Ici, vous reconnaissez peut-être un animal, chez vous, non, les endroits où vous ne passez pas trop l'aspirateur, là, des fois, quoi. Cloporte, oui, ça rappelle un cloporte. C'est un isopode, effectivement, sauf que là, il fait 50 cm de long. Heureusement qu'on a pas ça dans les maisons, vous voyez. Donc voilà, ce sont des formes de gigantisme assez curieux. Juste pour évoquer ces communautés animales très particulières découvertes à la fin des années 70, là, les scientifiques étaient désarmés parce qu'ils disaient que oui, on n'a pas noté. On va juste... Oui. Ici, vous voyez la biomasse. La biomasse, si on prend 1 mètre carré du fond et qu'on trie tous les animaux qui font au-dessus de 1/4 de millimètre, on va peser et on va trouver 1 à 10 grammes de matière vivante au mètre carré. Voilà, ça c'était le schéma qui était admis par toute la communauté scientifique jusqu'à ce qu'on découvre ces communautés hydrothermales où là, vous voyez, ce n'est plus une biomasse de 1 à 10 grammes, mais plus de 50 kg de matière vivante au mètre carré. Là, les scientifiques ne comprenaient pas et on a rapidement examiné la situation et on a vu qu'à la base de cet écosystème nouveau, il y avait les bactéries. Il y a un développement bactérien considérable, ces bactéries qui vont servir de nourriture à des animaux, soit directement, soit en les intégrant dans leur tissu. Et là, c'est sûr qu'on a découvert des animaux tout à fait originaux, des vers géants au large des Galapagos, on le verra sur la vidéo, des palourdes géantes, on va en parler un petit peu tout à l'heure, et des crevettes aveugles qui colonisent par dizaines de milliers, mais là, on est dans l'Atlantique. Vous voyez, il y a une différence entre les océans. Écosystème de suintement froid. Ça, on est à 3200 mètres au large de l'Angola. Alors ça, c'est un partenariat avec Total qui avait demandé à l'Ifremer de faire une étude d'impact, une étude de 1.0, avant d'exploiter peut-être plus tard du pétrole. Et bien là, il y a des zones assez localisées où sort du méthane, là aussi, et qui est à l'origine d'un écosystème vraiment... Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes espèces, ce pas les mêmes espèces que ce qu'on a vu précédemment, mais les vers, ce ne sont pas des vers géants, des cousins. Beaucoup de moules, des crevettes, enfin, bien une densité étonnante. Et on trouve aussi, ça, on ne le voit pas là, des palourdes. Des palourdes dont je vais parler.
tout de suite. Et dernier écosystème qui nous intéresse ici, parce qu'on est au large des côtes européennes, entre 600 et 1200 mètres de profondeur, comme au large de nos côtes ici. C'est ce qu'on appelle des coraux froids, c'est des collines entières de coraux qui se développent et qui constituent un milieu favorable à la reproduction, enfin, des poissons qui ont leur frayère, enfin, un milieu très riche, très dense, et vulnérable, puisque vous savez que la pêche hauturière va de plus en plus profond pour chercher des ressources vivantes nouvelles. Et là, avec leurs gros chaluts, ils sont à l'origine de destructions très sévères. Bon, aujourd'hui, avec des règlements européens, on arrive à protéger ces zones particulières. Alors, pourquoi je parlais de palourdes tout à l'heure? C'est juste une anecdote, c'est que quand j'étais petit, oui, il y a en 1974 à l'Ifremer, j'avais trouvé dans une drague qu'on avait faite au large, dans le golfe de Gascogne. Il faut savoir qu'au début des années 70, Lucien Laubier, qui est parti trop tôt d'ailleurs, et il avait relancé le programme d'études profondes en golfe de Gascogne, et on étudiait la faune sur 5 stations où on revenait régulièrement pendant 10-12 ans. Et à une station à 4000 mètres au large du canyon de Cabreton, cette drague avait ramené une palourde, comme celle qu'on trouve au large de l'Angola. Il faut savoir que cette palourde est la même espèce que celle de l'Angola. Ça, c'est très curieux aussi, comment ça se fait. Mais elle n'a pas été pêchée dans un environnement, parce que là, on ne l'a pas vu, bien sûr, c'est une drague, on ne sait pas ce qu'il y a autour, mais on n'a pas remarqué un environnement typique de suintement froid. Alors, je vous dis ça parce que il est possible que dans ces environnements ou proches, il puisse y avoir du pétrole. Alors, je ne veux pas vous affoler, mais d'ici qu'on voit des plateformes pétrolières au large de... Bon, je vois qu'on ne rigole pas trop là-dessus. Bon, ça va. Enfin, on y reviendra, quoi. Voilà, c'est pour vous signaler quand même qu'il y a la même espèce de palourde qui vit dans des conditions de suintement froid au large de l'Angola et on pourrait trouver aussi cet environnement au large du canyon, puisque il y a eu des apports pendant des millions et des millions d'années de matière organique et qu'il peut y avoir aussi des gisements. Bien, alors on va passer maintenant à quelque chose de plus qui nous touche davantage. Des montres. Alors on est souvent dans ces milieux profonds, noirs, obscurs, mystérieux, inquiétants. Est-ce qu'il y a des monstres? Bon, on n'a pas vu de monstre jusqu'à présent. Moi, le seul poulpe que j'avais prélevé une fois, enfin, que le pilote avait prélevé, il faisait 1,30 m de long, donc on ne peut pas appeler ça un monstre redoutable. Par contre, dans les petits modèles, il peut y avoir de véritables petits monstres. Si une proie voit arriver cet animal est redoutable. Alors voilà, ça c'est le mystère, c'est la magie des microscopes électroniques. Quand on fait une journée dans un microscope électronique, on y passerait plus d'une journée d'ailleurs, parce qu'on découvre un monde tout à fait nouveau, le monde microscopique. Et c'est un verre qui fait 2 cm de long à peu près, qui vient des communautés hydrothermales. Et vous voyez qu'il peut être redoutable. Alors en haut à gauche, il n'est pas redoutable, ça fait un peu comique. Ce n'est pas un montage, il est comme ça, mais bon, il ne se voit pas. Alors vous ne partirez pas d'ici sans que je vous ai parlé de la fameuse Galatheieti dont tout le monde parle. Et donc, pour faire court, j'ai été invité par des collègues américains, c'était des généticiens, et qui m'avaient invité pour connaître la faune avant qu'il la découpe pour faire des études d'ADN, des études génétiques. Donc là, on plongeait pour la première fois sur un site qui était reconnu à partir d'une campagne de surface, c'est-à-dire à partir de l'analyse des fluides qui peuvent sortir du fond. Et donc, on savait qu'il y avait un site hydrothermal à cet endroit-là, à 38 degrés sud, c'est-à-dire 1500 km au sud de l'île de Pâques. Pas très profond, moyen, c'est à 2000-2300 mètres de profondeur. Et là, donc, à la première plongée, à travers le hublot, je vois une forme que je n'avais jamais vue avant, ni dans les nombreux films vidéo que j'avais vus
venant d'autres campagnes. Et voilà la fameuse donc Galatée yeti, Kiwa hirsuta. 15 cm de long, c'est un animal aveugle. Et il s'est avéré que, après description morphologique et génétique, c'est une famille nouvelle. Alors, famille nouvelle, là, en quelques mots, on peut dire quand on voit un animal comme ça, on voit qu'il est nouveau, c'est sûr. Après l'avoir badé pendant un certain temps, on essaye de comprendre à quel groupe ça peut appartenir. Qu'est-ce qu'on va faire? On voit que c'est un crustacé, ça c'est facile. On va compter le nombre de pattes, c'est facile aussi. Et on va trouver 5 paires de pattes. 5 paires de pattes, décapodes. Ça fait partie des décapodes, comme les crabes, comme les crevettes. Mais on s'aperçoit que la 5e paire de pattes est très réduite et repliée sous l'abdomen. Et ça, c'est la caractéristique d'un groupe de crustacés qu'on appelle anomoures, et où vous retrouvez les bernards l'ermite, que vous connaissez, ou l'araignée de mer. Vous allez me dire, ça ne ressemble pas tellement, mais dans le groupe de la génétique, fait le même groupe, c'est les anomoures. Voilà. Donc c'est une Galatée. Bon, Galatée yeti parce qu'il fallait bien quelque chose de plus de médiatique, quoi. Et puis ça rappelle un petit peu, enfin, ça rappelle pas trop l'homme des neiges, mais quand elle évolue, elle a une démarche assez maladroite qui pourrait rappeler l'éventuel homme des neiges. Alors ensuite, il faut donner un nom. Bon, voilà, Galatée yeti, et puis on donne un nom latin. Alors, Kiwa, pourquoi Kiwa? Parce que l'île de Pâques est une île très mystérieuse, très, très, très fascinante. Et dans la mythologie polynésienne de l'île de Pâques, Kiwa, c'est la déesse des crustacés. Alors ça lui allait très bien. Voilà, on l'appelait Kiwa, hirsuta, on comprend pourquoi. Alors cet animal a eu un succès fou dans les médias. La seule explication que j'ai pu trouver, c'est que ça rappelle un petit peu, ça pourrait rappeler, surtout avec les soies, hein, ça rappelle un peu un nounours, alors le côté fleur bleue de l'enfance, etc., ça peut rappeler dans un monde de brutes, peut-être que là, ça adoucissait les mœurs. Et alors voilà, donc, il y a eu beaucoup de revues, et j'ai relevé celle-là, parce que celle-là, c'était pas mal quand même, côté américain. C'est un peu des convergences, parce qu'il fallait quand même observer pour comparer la Galatée yeti avec les pantalons de cow-boy, quoi. Alors là, on va passer à quelques images, c'est-à-dire 10 minutes de vidéo prises par les sous-marins au fond. Alors, si j'ai bien compris la leçon. Voilà, alors on est sur la plage arrière du bateau, là c'est l'Atalante. Donc le Nautile sort du garage et il est mis à l'eau. Alors il y a déjà 2 plongeurs qui sont à l'eau et qui vont faire un dernier contrôle du sous-marin avant d'en plonger. Tout est relié par câble et piloté par des grues. Alors j'ai pris cette mise à l'eau tout à fait par hasard, mais elle n'est vraiment pas orthodoxe. D'habitude c'est beaucoup plus calme que ça. Hein. Là, ça fait un peu orangina. Hein. Alors, c'est sûr qu'à l'intérieur, ça doit crier, mais on ne les entend pas, quoi. Bon, ceci dit, autour de cet engin, il y a une équipe de 10 techniciens et ingénieurs qui gravitent, qui contrôlent tout à la fin d'une plongée, qui contrôlent tout avant une plongée. S'il y a des choses qui ne vont pas, ils y passeront la nuit, pour que tout soit prêt le matin, et on est vraiment en sécurité. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est problème hydraulique, problème électrique, mais c'est des petits incidents qui ne remettent pas en cause la sécurité. Là, je n'ai jamais été remis en cause la sécurité. Alors donc, le sous-marin est entraîné par, on ne l'a pas vu là, je ne l'ai pas montré, des sacs de grenailles de plomb ou de billes d'acier qui seront largués à l'arrivée en surface. Là, on lâche l'air des ballasts et on va arriver directement sur une communauté hydrothermale qu'on a au large des Galapagos à 2500 mètres de profondeur. Alors, vous voyez ce fameux ver géant dont bon, on a
pas le temps d'en parler là, mais il n'est pas toujours présent, mais quand il y est, si les conditions lui plaisent, c'est des collines entières de ces vers, et qui abritent aussi des poissons forme d'anguilles. Alors ce ver fait 1,30 m de long au maximum, et peut vivre dans des tubes qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres, plus de 2 mètres de long. On va y trouver des petits crustacés, on va y trouver des crabes. Et tout ça dans une eau qui fait 5, 10 degrés, pas plus. On va voir d'autres animaux qui vivent à plus haute température. Voilà un petit poulpe qui fait le corps doit faire 10 cm, il n'est pas très gros. Hein. Alors c'est une espèce endémique, ça veut dire qu'elle ne vit que dans ces conditions-là. Alors là on voit des vers, eux peuvent vivre jusqu'à 60 degrés de température, ce qui est considérable. Alors là, il y a des autres comportements, ils sortent du tube, ils vont voir les voisins, quelquefois ça se passe mal. Voilà, qu'est-ce qui s'est dit, on ne sait pas là. Hein. Ah mais je cache, non, hein. Vous y voyez là? Voilà, là on est passé en Atlantique, on est à la latitude de Cuba, à peu près au milieu de l'Atlantique, sur la dorsale donc, hein, la montagne sous-marine, et à 3500 mètres de profondeur. Voilà, ça c'est des fumeurs noirs, ça crache comme une locomotive. Des cheminées qui sont faites par des dépôts minéraux, déposés par le fluide, et ce fluide sort noir parce que à 350 degrés, 360 degrés, au contact de l'eau de mer qui est à 2 degrés, il y a une précipitation. Ce fluide est chargé en cadmium, en arsenic, en plomb, dans des métaux toxiques, hein, éléments radioactifs. C'est pour ça que l'étude de ces animaux qui vivent dans ces conditions est très intéressante parce qu'on essaie de comprendre comment ils peuvent vivre dans des milieux extrêmes. Alors voilà un poulpe qui est souvent, dans les plongées, on les trouve, mais il n'est pas inféodé à l'écosystème, il est là parce qu'il y a de la nourriture. Alors vous remarquez cet œil, c'est quand même curieux qu'un mollusque puisse avoir un œil aussi semblable que celui des mammifères. Alors les premiers pilotes, quand ils ont vu ça, ils l'ont appelé poulpe à oreilles, on comprend pourquoi. Bien entendu, ce ne sont pas des oreilles, mais des nageoires. Ici, on passe donc au large de l'Angola sur ces écosystèmes assujettement froids. Donc, du fond sort un fluide qui est chargé en méthane. Et ce méthane va être utilisé par des bactéries méthanotrophes qui sont à la base d'une chaîne alimentaire. Voilà ces Calyptogena dont je parlais tout à l'heure. Et puis des vers qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on vient de voir, mais qui sont sa forme des buissons très denses, avec une communauté très abondante. C'est pas partout comme ça, c'est très localisé. Des moules, des crevettes dont on voit les battements des pièces buccales. Et puis des engins qui servent à prélever soit du fluide, soit des animaux qu'on va expérimenter ensuite. Aujourd'hui, on a des enceintes pressurisées qui permettent de remonter à bord. Alors voilà un phénomène assez étonnant, vous voyez, ces bulles qui sortent du fond, c'est du méthane. Alors vous voyez, quelquefois on dit que l'homme est à l'origine des productions de gaz à effet de serre, mais vous voyez que la planète est le même. Alors vous voyez, ça c'est comme de la neige, hein. Ce sont des hydrates de méthane. Ce méthane, sous des conditions particulières de pression ou de température, se solidifie. Quand on amène ça à bord, sur le pont, avec un briquet, on approche et ça brûle parce que c'est du méthane. Alors c'est sûr que s'il y avait réellement un réchauffement de l'eau, ça peut poser des problèmes parce que ces hydrates de méthane existent dans des quantités énormes dans les grands fonds. Bien sûr que les pétroliers cherchent à exploiter, à comprendre d'abord le phénomène et exploiter peut-être, mais c'est tellement dangereux que pour l'instant, il n'y a pas de projet là-dessus. Et puis voilà les coraux froids
qu'on a au large de nos côtes. Vous voyez, à 500, 600, 700 mètres de profondeur. Et vous voyez la richesse de ces milieux. Alors, à l'origine, c'est probablement des œufs poilus. Vous savez, c'est remontées d'eau froide et qui sont très chargées en nutriments et qui expliquent l'abondance de cette faune à ces endroits-là. On fait un grand saut dans le Pacifique au large de Clipperton. Clipperton, je ne sais pas si vous connaissez, petite possession française au large du Mexique. Et là, autour, comme avec les 200 000, on a le droit d'explorer ces zones-là, 5 000 mètres de profondeur. Et c'est là qu'on a les nodules polymétalliques, vous savez, c'est comme ces boulets de charbon, qui sont très riches en cobalt, cuivre, nickel. Et on pense qu'un jour, si les mines à terre s'appauvrissent, on pourrait avoir une exploitation possible là. On a fait des essais, mais on est loin d'exploiter ce minerai encore. Holoturies, ça, ce sont des concombres de mer, voyez, mais qu'on est à 5000 mètres de profondeur, qui peut un pied fait 40 cm de long, la queue à peu près, dont on ne connaît pas la fonction. Un très gros animal. Bon, ici, un oursin au piquant souple. Des crevettes, des gambas, de belles gambas qui vivent à 5000 mètres aussi, qui font 25 cm de long et qu'on trouve assez fréquemment. Anémone, étoile de mer, bon, ça fait 10 cm à peu près. Et là, vous allez assister à une scène terrible. Il y a peut-être une anémone de mer au kilomètre carré, et ce petit poulpe qui cherche un endroit tranquille va se faire piquer, bien sûr. Et là, il change de côté. Il est à fond, là, il ne peut pas faire mieux, là. Pas de peau. Et pour terminer cette séquence, la fameuse Galathéitie. Évidemment, ce sont des copies de films, ce qui fait que ce n'est pas de très bonne qualité, mais ça donne une idée de l'animal dans son milieu. Vous voyez cette démarche un peu pataude. Alors c'est un animal carnivore parce que j'ai pu l'observer, il y a des crabes, beaucoup de crabes aussi, et elle se disputait un bout de moule qui était écrasé. Alors le crabe tirait d'un côté et la galathée tirait de l'autre. Donc ça c'est déjà une indication comme quoi l'animal est carnivore. Alors à quoi servent ces soies? Ça, on ne sait pas trop. Ça peut détoxifier le milieu. Elle peut s'en nourrir aussi en partie, mais en partie seulement. Ah, voilà. Alors là. Ah, ça marche. Alors là, c'est le calmar géant. Ça va vous tenir le coup là parce que chef. En bas à droite. Ou ici. Là. C'est cette page que vous voulez? Oui. C'est ce que j'ai fait. Je l'avais fait. Merci. Alors, à la poursuite du calmar géant,
Je vais parler en première partie du mythe proprement dit. Je donnerai deux, trois mots sur la biologie avant de passer la parole à Alexandre. Bien, le calmar géant, on commence par le mythe. Je passe sur les premières représentations qu'on a vues sur la grotte de Cosquer, où il y a quelque chose qui pourrait ressembler à un poulpe, mais qui pourrait être aussi une méduse. Mais bon, passons. Par contre, les premières indications pourraient provenir de Homère, lorsqu'il parle de Scylla. Vous connaissez qu'arrive des Scylla. Scylla, cette déesse qui faisait des misères à Ulysse au passage du détroit, qui est représentée ici, et dont la description pourrait assez bien correspondre, à part cette image un peu fantaisiste, pourrait correspondre à un calmar géant. D'autant plus que Pline l'Ancien, que tout le monde connaît, un naturaliste et écrivain latin du 1er siècle, rapporte la description de pêcheurs sur la côte de Gibraltar. Et là, cette description correspond vraiment à un calmar géant qui aurait échoué sur la côte. Et c'est toutes les indications qu'on a. On passe ensuite au mythe du calmar géant par les Romains, et puis le fameux kraken avec la mythologie scandinave, le fameux kraken, où là, un évêque suédois de Uppsala avait imaginé hein, un poulpe géant qui était capable d'engloutir des embarcations. Je ne l'ai pas représenté là. Ah ben si, c'est ça, voilà. Ça, c'est un poulpe qui était capable d'engloutir des embarcations. Ben, vous savez comment c'est, le monde religieux, il était capable d'inventer n'importe quoi pour apeurer les populations et les ramener sous l'aile de la religion. C'est pas comme maintenant. Et il faut attendre les premières indications réelles d'un calmar géant, un vrai calmar géant, date de 1861, lorsque l'Alecton, qui est un aviso français, rencontre aux Açores un animal qui flottait et qu'ils ont essayé de capturer. Alors la description est très très intéressante parce qu'elle correspond bien d'abord, et puis la représentation qu'on a là aussi. Et ils ont essayé de le tirer à bord, mais la queue a lâché, ils n'ont pu ramener que la queue, qui avait été déposée à un musée à Tenerife, je crois, et puis ensuite on perd la trace, quoi. Donc on n'a pas... Mais au moins, il y avait une première indication de l'existence de cet animal. Bien sûr, après ça, il y a eu beaucoup d'échouages, une période où il y avait beaucoup d'échouages sur les côtes de Terre-Neuve. On n'a pas trop expliqué, peut-être des changements de courant qui auraient expliqué ça, mais et c'est à partir de ces échouages que des scientifiques ont été interpellés, et notamment Strenstrup, qui est un Danois qui a fait la première description de cet animal et qui l'a nommé de nom latin Architeuthis dux, et qui est encore ce nom qui est employé. Donc ça n'a pas bougé. Pour la petite histoire, on pensait qu'il y avait des espèces différentes selon les régions, selon les océans. En fait, des scientifiques ont prélevé sur des animaux échoués ou pêchés par des navires roturiers une étude génétique de plusieurs endroits différents, et ils se sont aperçus que c'était la même espèce partout dans l'océan mondial. Alors, malgré les preuves que l'animal existait bien, ce n'est pas ça qui a empêché les romanciers de faire le roman. Avec le premier, c'est Herman Melville avec le fameux Moby Dick, où là il y a une description tout à fait remarquable d'un calmar géant qui flottait, à part la dimension qu'il a un peu exagérée. Victor Hugo, alors ça c'est plutôt les poulpes. Et puis Jules Verne avec 20 000 lieues sous les mers, naturellement. Alors il y a eu aussi, ce qui est remarquable, c'est qu'il y avait un Japonais qui en 1814 avait fait cette représentation assez impressionnante, reprise par Zulawski, qui est mort d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps, avec le film Possession. C'est Isabelle Adjani. Bon, on ne voit pas très bien là, mais il vaut mieux remarquer, hein, parce que Isabelle Adjani disait que le tournage de ce film avait été le pire cauchemar de sa vie, quoi.
On ne comprend pas pourquoi. Alors, vous en verrez, là, j'ai pas mis la... Il y a un calmar qui a été naturalisé, donné par le Muséum de Nouvelle-Zélande, et qui est naturalisé, je ne sais pas si si vous avez vu la Grande Galerie de l'Évolution à Paris, il est représenté, il a été naturalisé il y a quelques années. Et au Muséum de Toulouse, il y a une maquette. Alors ça, c'est une maquette, bien sûr, qui fait 17 mètres de long. Je crois que c'est la maquette la plus longue qui existe. Et vous l'avez donc au Muséum de Toulouse. Alors, pour terminer, sur le mythe, il y a cette anecdote remarquable d'Olivier de Kersauzon, que tout le monde connaît ici, j'imagine. Hein. Olivier de Kersauzon, issu d'une famille d'aristocrates, de nobles. Olivier de Kersauzon, grande gueule, grand macho, grand érudit, qui part en 2003 sur un très beau voilier, le Geronimo, pour tenter de battre le record de Loïc Perron. Je crois que j'ai le bateau. Voilà. Ah oui, je lis avec vous, là. Il ne s'est jamais rendu, il ne reculait jamais devant rien, il avançait en silence avec une véritable connaissance de son monde, pas comme ces écologistes de merde d'aujourd'hui. C'est pour vous situer le bonhomme, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, au bout de 3 jours, on apprend qu'au large de Madère, on apprend par ses libérations, il passe au large de Madère et on apprend que le bateau est stoppé par un calmar géant. Alors il fait nuit, on n'a pas trop d'indications, ils n'ont pas pris de photos. À travers le hublot, ils voient quelque chose comme un tentacule. Bref, pendant 10 minutes, c'est la panique. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et après coup, j'ai relevé un article sur le télégramme de Brest. On va lire. Là. Alors c'est là le journaliste qui raconte. Et le bateau se met à vibrer, à ralentir. Kersauzon stoppe son trimaran et se penche par-dessus bord. Et là, les images sont formelles. Le calmar lance un juron. Merde, c'est Kersauzon. Il vient de reconnaître, penché au-dessus de lui, l'abominable homme des mers, le pourfendeur des grosses bêtes du RTL, l'amiral tout le temps, le Weldom à la mer, celui qui pisse au vent en jurant, le poisson qui me fera épaner. Il ne l'a pas loupé. Hein. Je continue. Arrière toute, mu par l'instinct de survie et pour ne pas faire la même bourde que son ancêtre, Jules Verne, le calmar plie fissa ses gaules et ses tentacules en opérant une plongée d'urgence dans les grandes profondeurs pour fuir cette vision d'apocalypse. Alors bon, il faut savoir que René Pérez et Olivier de Kersauzon, ces 2 potes, ils ne se loupent pas. Hein. Et alors, avant la fin du Tour du Monde, il perd le Tour du Monde parce qu'il traverse un poteau noir, il perd de 4 jours. Mais à l'Ifremer, j'avais vu une affiche où il y avait son adresse. Je lui ai dit, tiens, je vais écrire à Olivier de Kersauzon. Je lui ai dit, voilà, quand vous aurez mis votre bateau à sec, ce serait intéressant que je vienne, on pourra voir les empreintes des ventouses sur la coque, parce que comme ces ventouses ont des crochets, on peut faire une pré-identification de l'animal. Pas de réponse. Je relance, toujours pas de réponse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas trop ce qui s'est passé. Bien sûr, ce genre de... Bon, Olivier, c'est un homme des médias, qui a besoin des médias, qui a besoin des sponsors, donc c'est de bonne guerre. Mais, pour terminer, je dirais que, je reprends cette diapo de Homère, quand on pense que Ulysse, qui est un grand navigateur homérique de l'Antiquité, qui se fait arrêter par un calmar géant, et qu'à la même latitude, de l'autre côté de Gibraltar, 3000 ans après, on a un grand navigateur qui se fait arrêter par un calmar géant, il y a un côté poétique qui quand même peut paraître sympathique, quoi. Voilà. Bon, vous tenez le coup, on continue. Juste quelques mots, alors. On passe carrément à la biologie du calmar géant. Voilà une coupe anatomique d'un calmar géant femelle, fait par Claudio Roper, un spécialiste américain. Il n'y a pas de grosse différence avec une coupe anatomique que vous avez fait quand vous avez disséqué une sèche au lycée, par exemple. Et là, on va voir juste trois organes essentiels
surtout par leur taille. Bon, là, il y a à peu près... bon, le cerveau, bon, on ne parlera pas du cerveau, il y a 3 cerveaux, ce qui est quand même considérable. Le cerveau est petit mais complexe, on comprend pourquoi, parce qu'il faut quand même commander tout ce système de bioluminescence, hein, en fonction de ce qu'on veut, attirer le partenaire, se cacher d'un prédateur, etc. Déplier ses bras, les dénouer, bon, ça prend quand même beaucoup de... D'autant plus que des chercheurs ont trouvé des neurones dans chaque tentacule. Tout se passe comme si chaque tentacule agissait un peu pour son propre compte. Vous voyez la complexité du système nerveux de cet animal. Alors, parmi les organes remarquables, il y a l'œil. Voilà. Clyde Roper nous a prêté le sien pour faire l'échelle. Hein. C'est l'œil le plus gros du règne animal. Et il fait 27 cm, les plus gros 27 cm de diamètre. C'est un ballon de basket à peu près, quoi. Très riche en rétine, particulièrement riche en rétine. Alors, pour capter le peu de lumière qu'il y a dans les fonds où il vit. On estime qu'il vit entre 1300 et 600 mètres de profondeur. Les formes les plus jeunes pouvant aller peut-être un peu plus haut. Et là, donc, obscurité absolue ou presque. Et on fait l'hypothèse que pour se défendre de son principal prédateur, le cachalot, dont nous parlera Alexandre tout à l'heure, quand le cachalot se déplace, il va entrer en contact avec des micro-organismes qui s'éclairent au moindre contact. Et le calmar géant pourrait effectivement voir venir comme ça son prédateur avec cette lumière. Ceci dit, je ne sais pas si c'est un système qui lui permet de s'échapper parce qu'il a peu de chances de s'échapper d'un cachalot. Le bec. Alors le bec, vous voyez ce que c'est, le bec de perroquet, c'est ce qui permet, c'est des mandibules en chitine, c'est très acéré, et qui non seulement sont très animés par des muscles très, très, très forts, mais peut s'articuler aussi. C'est-à-dire que le calmar est obligé de déchiqueter sa proie parce que le tube digestif est très étroit. Donc voilà, avec ce bec, il peut se permettre de déchiqueter en effet. Et puis un autre organe tout à fait remarquable, c'est le pénis. Voilà, un calmar géant capturé par des pêcheurs en Galice, au large de la Galice, et récupéré par Angel Guerra, qui est en bleu, et son collègue. Donc un animal qui fait à peu près 8 mètres de long, tout tentacule. Oui, je ne vais pas parler de record, on estime que le record c'est de 18 mètres de long, un animal qui aurait été vu sur les côtes d'Afrique du Sud. Mais ce sont des records assez plutôt contestables quand même. La moyenne, disons, c'est des 10-12 mètres, ce qui est assez considérable. Voilà, alors une fois disséqué, ce n'est pas très appétissant, hein, mais on remarque qu'il y a un pénis tout à fait remarquable qui fait les 3/4 de la longueur du manteau. Alors comment fonctionne ce pénis? Il n'envoie pas du sperme directement, mais il envoie des capsules qui peuvent faire 10 cm de long, qui contiennent les spermatozoïdes. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on a trouvé ces capsules dans des femelles, mais dans le manteau ou même dans les bras. Alors ça, on ne sait pas comment la fécondation peut s'opérer à partir de ça. Pire même, on a trouvé des capsules dans les corps de mâles. Alors ça, c'est difficile, on aura toujours du mal à assister à une copulation de calmars. Alors l'hypothèse que me suggérait Angèle, c'est qu'un calmar mâle peut être sur une femelle, un autre calmar géant mâle arrive derrière, et puis il ne voit pas exactement, donc il envoie des... Et ça fonctionne comme un bazooka, ça envoie ses capsules avec violence, quoi. Voilà, on n'en sait pas plus. Alors, une anecdote, c'est notre collègue... un spécialiste, Steve O'Shea, un spécialiste des calmars géants néo-zélandais, disait, alors ça avait été publié dans la recherche, ça, il disait oui, mais quand on a un cerveau aussi petit, c'est peut-être pas facile de gérer un pénis aussi grand, quoi. Qu'est-ce qu'il entend par là? Oh, par là, il n'entend pas grand-chose.
Donc, ceci dit, reste à voir si avec un cerveau plus gros, et on peut. Bon, ça, c'est autre chose, quoi. Moi, je ne m'engage pas là-dedans, quoi. Voilà, alors il y a beaucoup de choses très intéressantes que je n'ai pas pu dire parce que je ne veux pas quand même couper, j'étais très long là. Mais vous aurez toutes les anecdotes et toutes les précisions sur l'autre livre, Géant des profondeurs, qu'on a fait avec Angèle Guerra et qui est à la vente ici ou en librairie et que je vous recommande. Il y a beaucoup de belles images aussi. Et voilà. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière 2 petites secondes que je voyais cette image parce que sinon vous ne la verrez pas très bien. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, si vous voyez vraiment ce que c'est, mais c'est un calmar qui a été pris par Marie-Noëlle de Casamajor, qui est ici, que je tiens à remercier. Et dans le noir absolu, on voit très très bien le calmar. Alors c'est une très très belle photo, mais qui nécessite d'être complètement dans le noir. Alors je vais donc, pour ceux qui n'étaient pas présents à la première présentation que j'avais faite, j'avais posé 3 questions qui concernaient les espèces profondes. Et parmi les espèces profondes, j'ai posé la première question. D'abord, existe-t-il des architeutistes dans le gouffre de Cap-Breton? Existe-t-il des espèces migratrices profondes dans le gouffre? Et existe-t-il d'autres espèces marines géantes profondes? Alors, probablement les 3. Alors, pour essayer de bien comprendre l'organisation de ces systèmes, il faut d'abord qu'on comprenne comment fonctionne le milieu physique océanique. Ensuite, on parlera de la faune marine profonde et ensuite des programmes pour éventuellement essayer de comprendre. Voilà, merci. Essayer de comprendre ce qu'on veut faire sur ce programme. Alors, voilà. Donc ici, on va essayer de très rapidement expliquer comment fonctionne l'océan. L'océan, d'abord, fonctionne selon 6 critères. La rotation de la Terre, force de Coriolis, liée à l'attraction des astres, ça c'est ce que vous connaissez tous, le rythme des marées. Ensuite, les échanges thermiques dus au rayonnement solaire, température de surface notamment, les champs de pression, les variations saisonnières, les vents et l'évaporation. Ensuite, la composition moyenne de l'eau de mer. On vous a parlé tout à l'heure de l'eau de mer de manière assez abondante. Voilà quand même les principaux éléments majeurs: chlore, sodium, sulfate, magnésium, calcium, potassium, bicarbonate, brome, strontium. Ensuite, l'organisation physique de l'océan. On voit très bien la dorsale atlantique, la plaine abyssale et le plateau continental. Ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est à la fois la dorsale atlantique, la plaine abyssale où se trouvent les mammifères marins et les grands céphalopodes, et également le plateau continental, pour d'autres raisons que je vous expliquerai. Alors voilà le principe. Ici, vous avez la zone néritique, province océanique, et ensuite la partie pélagique et la partie benthique. Ensuite, la pente continentale, la plaine abyssale, les oasis et la partie fosse océanique, c'est-à-dire la partie hadale, ici. La photosynthèse et la chybiosynthèse. Voilà. Ensuite, vous verrez une gradation ici, 0, 200, 600, 3000, 6000 mètres et plus. Comment s'organisent les écosystèmes? Vous avez là-haut, tout à fait en haut, les tortulutes qui mangent des petites méduses, les poissons qui sont vous voyez, près de la surface, le requin, ici, requin pèlerin qui va manger des micro-organismes, etc. Ensuite, les oiseaux de mer qui vont attaquer les oiseaux, les poissons qui vont être attaqués également par les phoques. Il y a une compétition intraspécifique également. Ensuite, le dauphin qui va s'attaquer à des petites proies. On va descendre, on va avoir l'orque qui va descendre, le céphalopode en bas à gauche, ensuite les copépodes, les cestodes, etc.
cette zone-là. Et enfin, ici, les grands prédateurs, c'est-à-dire les requins, les cachalots, et puis éventuellement les espèces de grands fonds, poissons et céphalopodes. Alors là, je fais un petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas très bien les Açores. Les Açores se trouvent donc au milieu de l'Atlantique. Il y a une zone extrêmement intéressante avec justement cette dorsale atlantique sur laquelle nous étions justement avec, puisqu'on parlait de Lucien Laubier, nous étions avec le professeur Théodore Monod et Lucien Laubier dans les années 86-87 par là, si j'ai bonne mémoire. Et nous étions reçus dans le cadre d'un hommage qui avait été fait au prince Albert de Monaco sur les travaux du prince Albert de Monaco. Et j'avais été invité à une chasse au cachalot à l'époque et je n'avais pas pu refuser malheureusement. Et donc c'était un grand honneur, paraît-il, à l'époque. Et nous allions là-bas pour l'arrêt de la chasse à la baleine. Alors c'était très difficile parce que Théodore Monod était remonté. Il n'en pouvait plus, il me disait c'est pas possible qu'on puisse accepter. Et on était obligés. Alors il y avait tous les officiels qui étaient là. Le petit bonhomme que vous voyez avec les lunettes actuellement là-haut, il était le président de la région autonome des Açores et il est devenu maintenant le vice-président du gouvernement portugais. Donc il a toujours un pied-à-terre aux Açores, mais il est maintenant... voilà. Alors ça, c'était la petite embarcation avec laquelle les marins-pêcheurs nous emmenaient. Alors, le Quai d'Orsay participait à cette opération, bien sûr, et puis après, nous étions reçus dans toutes les îles, les 7 îles des Açores. Alors, là, j'ai voulu vous montrer justement les campagnes du prince Albert de Monaco. Alors, j'ai pris quelques espèces parce qu'il y en avait d'autres. Hein. Voilà l'ouvrage en question, enfin les ouvrages en question. C'est des campagnes scientifiques, comme celle-là. C'est une revue extraordinaire. Et c'était à l'époque, les scientifiques travaillaient avec des artistes, avec des lithographes et des graveurs. Et il y avait une humilité de la part de l'artiste. Ce n'est pas la photo qui est simplement faite comme ça. Il fallait respecter rigoureusement ce que demandait le scientifique. Donc il y avait des identifications d'espèces qui, maintenant, ne sont plus les mêmes. Parce qu'il faut savoir que la nomenclature des espèces évolue au fur et à mesure. Hein, entre l'inné, l'acépède, l'inné et tous les contemporains, la même espèce peut évoluer. Le classement de l'espèce change également. Hein. Donc on avait à l'époque Mastigotetis magna, Melanotetis lucens, Pyrotetis, qui était celle du bas. Hein, voilà. Alors, ça, c'était donc 1898-1912. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est aussi de voir la précision du détail, c'est-à-dire qu'on avait sur un céphalopode la poche à encre, également les organes, tous les organes sensoriels et une partie du cerveau également. Vous aviez également les tentacules. Ici, vous aviez le bec, là-haut. C'est vraiment très, très bien décrit. Ici, une autre espèce, deux autres espèces, hein, Chirotetis lacertosa à droite et Chirotetis portieri. Alors maintenant, nous allons revenir directement aux espèces locales, c'est-à-dire le fameux cachalot. Nous avons eu 3 cachalots mâles juvéniles qui se sont échoués à Cap-Breton, à Mimizan, pardon, dans les années 2003, si j'ai bonne mémoire. Et évidemment, la première des choses, c'est de vérifier les causes de mortalité. Le premier avait avalé une bouteille de plastique, et donc il avait à l'intérieur des nématodes, une prolifération de nématodes extraordinaire. Les 2 autres étaient vivants et ils l'ont accompagné pendant son agonie et ils sont venus mourir tous les 3 parce qu'ils se sont fait prendre à marée basse sur un coefficient de marée qui était très 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 bas. Ils se sont fait prendre, on n'a pas pu les remettre à l'eau. Il y en a un, les 2 sont morts au bout de 24 heures et 36 heures. Alors voilà les vents d'un des cachalots, les vents ouverts. Ensuite, je vais vous faire une présentation rapide de la profondeur et du régime alimentaire de certains animaux. Vous avez le dauphin et marsouin, les petits dauphins, vous voyez, que vous avez régulièrement, ils sont là-haut. Ensuite, le dauphin de Risso qui est à gauche, en dessous du 0. L'orque et le rorqual qui sont à peu près dans les mêmes, qui n'ont pas le même régime alimentaire, hein, mais qui sont à peu près dans les mêmes profondeurs.
Le dauphin de Risso va se nourrir de céphalopodes. L'orque va être omnivore. Le globicéphale va se nourrir de céphalopodes. Le mésoplodon et les iphus vont se nourrir également de céphalopodes. Et le cachalot également. Ce qui veut dire que le céphalopode, dans le régime alimentaire des espèces marines, représente une part très très importante. Et malheureusement, on ne connaît pas suffisamment ce monde des céphalopodes. Alors voilà, ici un Grampus griseus, ici des globicéphales. Et puis alors après, on aborde rapidement les mollusques céphalopodes, donc qui ont une place importante en règne animal, sont des invertébrés les plus évolués, les espèces qui sont situées au milieu de la chaîne alimentaire, de la chaîne trophique, un œil de sèche, une ponte de calmar, ici, et puis des becs de céphalopodes, et un calmar là-haut. Tout ça, photo de Marie-Noël. Merci encore Marie-Noël. Alors ici, je vais vous montrer quelque chose qui est extrêmement important. C'est la première fois qu'on le présente, parce que pendant très longtemps, on s'est posé la question de savoir si les cachalots mangeaient exclusivement des archétotis et quelles étaient les autres espèces susceptibles de manger des archétotis. Alors d'abord, on a pris trois espèces cibles, c'est-à-dire le globicéphale, le ziphus et le cachalot. On a regardé les proies principales. Vous voyez par exemple pour les globicéphales, 59% de calmars pélagiques, 32% de céphalopodes. Ensuite, pour les ziphus, 99%. Pour le cachalot, 83% et 17% d'octopodes. Et on a le lieu, l'espace dans lequel ces animaux se nourrissent. Bentopélagique, bathypélagique, etc. Vous voyez, mésopélagique, etc. Voilà. Alors, ici, on reprend donc ces espèces et on a pris donc nos globicéphales, nos diffus, nos cachalots. Ici, on voit les dates d'études de ces espèces, les organismes qui y ont participé, dont le GEFMA, au passage, et puis ensuite quelques images assez caractéristiques de céphalopodes capturés par des globicéphales et par d'autres espèces. Après, je vous montrerai. Voilà également une image que j'avais montrée l'année dernière, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, peut-être c'est intéressant de voir. Là, vous avez un couple de ziphus qui ont des marques de tentacules sur la peau, et en même temps, ces animaux descendent à 1600 mètres de fond. Ils vont donc faire une plongée directe jusqu'à 1200-1400 mètres à peu près. Ils vont faire des paliers, ils vont rester 30 minutes environ au fond, et ensuite ils vont remonter progressivement et en se nourrissant au fur et à mesure, et en envoyant des signaux sonores comme le cachalot va le faire. Alors, on vous a montré tout à l'heure, notre ami Michel nous a montré des becs de céphalopodes. Et bien voilà les deux mandibules, voilà le bec supérieur, bec inférieur et la masse buccale. Ici, je vais vous montrer un travail qui a été fait avec une étudiante. Je voudrais, s'il y a des parents d'élèves ici qui font des études en biologie, vous dire combien il faut les soutenir, ces étudiants, parce qu'ils font un travail remarquable et souvent un travail dans l'ombre, et on ne cite jamais leur nom dans des publications scientifiques. Et ça, c'est un véritable scandale. Moi, j'ai participé avec cette jeune femme qui actuellement vend des gâteaux basques parce qu'elle n'a pas trouvé de travail dans ce domaine-là. J'ai travaillé avec elle. On a trié plus de 3000 becs de céphalopodes. Et j'habitais à Asquin à cette époque-là. Elle habitait à Asquin. Et elle a fait un travail extraordinaire. Et ce n'est pas la seule. Il y a plein d'étudiantes comme ça qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc, je tenais absolument à lui rendre hommage, quoi. Alors voilà le travail ici. On a fait donc 1828 becs supérieurs, 2422 becs inférieurs. Pourquoi nous retenons dans les études le bec inférieur et non pas le bec supérieur? Parce que le bec supérieur, très souvent, est abîmé et le bec inférieur est mieux protégé et on a plus de chances d'avoir un travail plus sérieux avec le bec inférieur. Alors voilà, ici, une étude de variable de taille
chez Totovenia megalops. Alors j'ai pris 3 espèces de céphalopodes. Hein. Mesure de chaque bec, report des mesures sur tableau, exploitation des mesures, relations morphométriques et calcul. Voilà à peu près comment on arrive à déterminer la consommation de céphalopodes par des mammifères marins. Alors ici, l'Histiototis totovenia, Gonatus, Histiototis bonelli, et puis le dernier, et vous voyez que l'Architectus dux n'existe pas là, parmi tous ces becs-là qui ont été triés. C'est intéressant parce que ça permet de voir le pourcentage de capture par espèce, ici. Voilà les becs en question, Histiototis totovenia, Gonatus, et voilà la répartition. Ici, l'Histiototis, voilà la répartition. Ici, le Totovenia sur cette partie-là, et le Gonatus beaucoup plus au nord. Ce qui laisserait penser soit que les céphalopodes font des migrations, soit que les mammifères marins font des migrations pour aller chercher leur nourriture. Donc là, on n'a pas de réponse dans ce domaine-là. Alors, autre chose, pour l'Histiototis, nous avons fait des études comparées entre l'Espagne, Galice, îles Canaries, l'Écosse et la France, et nous avons un pourcentage extrêmement important de 67%, vous voyez, par rapport aux autres pays, ce qui veut dire qu'il y a une présence très forte de céphalopodes chez nous. La même chose ici, pour Totovenia megalops, vous voyez, 26%. Ensuite, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que l'étude est riche en informations par le nombre de becs, une faible diversité alimentaire, une taille du zyphus qui est 3,30 m, c'est-à-dire un juvénile, on va dire un subadulte, puisque le zyphus fait à peu près 7 mètres de long, pas de maturité sexuelle, régime alimentaire moins diversifié et profondeur de plongée à définir. Alors maintenant, on va aborder le problème du cachalot. Alors le cachalot, pendant très longtemps, on disait que le cachalot a un évent. En réalité, il a un évent et un évent vestigial. C'est-à-dire que j'ai fait découper, lorsque j'étais à l'équarrissage, j'ai fait découper une tête de cachalot dans le sens longitudinal. Et j'ai vu que le premier évent, celui qui s'appelle A, et l'évent que vous voyez, l'évent externe. Et puis vous avez un deuxième évent, qui est l'évent B, vous voyez, qui contredit complètement la présence, vous voyez, dans les dessins qui sont représentés d'anatomie. On voit le A et le B là, qui n'est pas signalé ici. Donc ça, c'est important parce que les hippopotames, par exemple, ont 2 évents. Et les hippopotames, il y a actuellement une étude qui est en train d'être faite, seraient assez proches de la famille des baleines, avec le système de respiration, le système d'organisation, etc., et les métabolismes également. Alors, maintenant, l'apnée du cachalot, c'est important. Le cachalot peut rester au moins 75 minutes en plongée. Il y parvient non pas parce que son volume pulmonaire est relatif et supérieur à celui de l'homme, il est en fait inférieur de moitié, mais parce qu'il renouvelle plus complètement l'air de ses poumons, 90%, lorsqu'il vient respirer en surface, alors que l'homme n'en expurge que 15 à 20%. Alors, autre particularité, c'est le spermacétie. Le spermacétie, j'étais à l'équarrissage, j'avais en train de travailler et le spermacétie coulait autour de mes bottes. Et à un certain moment, le spermacétie s'est figé, et je ne pouvais plus enlever mes bottes, c'est-à-dire que j'étais complètement coincé. Alors, cette matière, c'est de la cétine, hein, cette matière, se fige, et lorsque le cachalot descend, elle sert de ballast. En réalité, elle permet au cachalot de descendre très profondément et très rapidement. Alors, lors des plongées du cachalot adulte en eau profonde, le spermacétie ferait office de guide d'onde. Les impulsions sonores générées à l'origine de clics appelés bent horn, cornes pliées, à l'extrémité du nez de l'animal, se propagent dans le junk, série de poches de graisse du spermacétie, je vais vous montrer ce que c'est, puis se réfléchissent sur une poche d'air située au niveau du front du cachalot, faisant office de lentille convergente avant de sortir à l'avant de l'animal pour des fréquences suffisamment élevées. Certains clics du cachalot possèdent des fréquences allant de 300 à 30
kg, 300 Hz à 30 kg. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez carrément assommer un animal. C'est-à-dire que le cachalot, lorsqu'il tombe sur un céphalopode, il l'assomme littéralement, ou même sur une autre, avec le son. Alors voilà les 3 espèces sur lesquelles nous avions travaillé, l'Architeuthis, Gonatus et puis Histiototis, hein, pour ne citer que ces 3-là. Et voilà les résultats que nous avons obtenus. Donc, Histiototis, ici, avec un nombre assez important. Le Galiteuthis, beaucoup moins, 251. Teutovenia megalops, 225. Et Gonatus, 1012. Alors, la question qui se posait tout à l'heure était de savoir quel peut être le rapport entre le cachalot prédateur et le calmar prédateur. Le cachalot, il a une puissance extraordinaire. Il va donc se déplacer à une vitesse formidable sur le calmar. Le calmar, étant un animal à sang froid, va avoir moins de puissance musculaire. Donc il va se reculer parce qu'il a un système de siphon extrêmement rapide, extrêmement puissant, et qui va le projeter en arrière. Il va en même temps projeter de l'encre pour se dissimuler, et le cachalot, lui, va foncer quand même sur l'animal et va le capturer, et avec ses mâchoires, il va sectionner une tentacule, et ensuite, au moment où il sectionne, il attire l'animal vers lui et il l'ingère progressivement. Maintenant, le cas peut se produire inversement, c'est-à-dire que lorsque le petit cachalot descend, il va descendre dans ce qu'on appelle la colonne d'eau, il va descendre à environ 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, il ne va pas descendre à 2 km comme l'adulte, et donc il va rencontrer des calmars géants qui, eux, peuvent faire des migrations nictémérales, c'est-à-dire remonter nuit-jour, hein, et lors de ces migrations, peuvent rencontrer un jeune cachalot, et à ce moment-là, avec leurs tentacules, ils vont essayer de bloquer, de mettre une des tentacules sur les vents du cachalot pour l'empêcher de respirer et l'empêcher de remonter. Mais ils font la même chose aussi avec les requins. Hein. Les calmars géants peuvent attaquer des requins comme ça. Alors voilà les lésions cutanées, ici. On voit très bien les marques, hein, les marques laissées par les céphalopodes. Alors ici, rapidement, les fameuses poches aériennes dont je vous parlais, ici, ce qu'on appelle les stéréociles. Vous avez tous dans votre oreille marteau, enclume, étrier. Eh bien, les animaux marins ont également, les mammifères marins ont marteau, enclume, étrier. Et donc, ils ont également ce qu'on appelle à l'intérieur de l'organe de Corti, des stéréociles. Et ces petits stéréociles, ce sont des espèces de petites vibrations, de petits systèmes de vibratoires comme ça, qui permettent d'enregistrer des ondes à une certaine puissance. Au-delà d'une certaine puissance, ces stéréociles sont détruits, et à ce moment-là, l'organe de Corti est atteint, et l'animal peut mourir parce qu'il y a eu tout d'un coup un son extrêmement fort. Alors, les sous-marins, par exemple, qui font des essais, les essais pétroliers, etc., peuvent avoir un impact très fort sur ces animaux et donc détruire les stéréociles, hein, ici. Alors, ces stéréociles permettent également, évidemment, d'émettre des fréquences de l'ordre de 35 000 Hz également ici. Hein. Alors, 3 types de clics chez le cachalot. Vous avez le clic tout bête, c'est... Après, vous avez le cric, c'est-à-dire comme ça. Et puis après, les codas où le cachalot va entamer une discussion avec un autre cachalot et l'autre. Voilà, c'est un peu le principe. Alors, succession rythmique courte de clics observée dans des groupes sociaux, femelles, mâles, petits. Alors, le fameux Architeuthis, avec son œil, ici. Alors, ça, c'est notre amie Angèle Guerra, et nous regrettons sa présence parce que vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement chaleureux et extrêmement compétent. Alors, je reprends un petit peu sa proposition. C'est le plus grand des invertébrés. Il a un taux de croissance important, 5 mm par jour, une longévité
de plus de 4 ans. Fécondation énigmatique, bon, avec le fameux pénis dont parlait tout à l'heure notre ami Michel. Il vit entre 300 et 1300 mètres de profondeur. Peut-être plus. Là, je dirais que le calmar géant peut descendre un peu plus profond, lié aux études que nous avons faites sur les cachalots. Se nourrit d'autres céphalopodes et certains poissons, oui. Et ses prédateurs, cachalots, requins bleus, requins dormeurs et espadons. Alors maintenant, on va aborder la phase la plus intéressante. C'est-à-dire que si nous décidons de faire un travail avec un groupe de chercheurs sur le calmar géant dans le coin. C'est ça l'objet de cette réunion. C'est un peu ça, c'est de se dire pourquoi ne pas chercher ce calmar géant. Il va falloir faire un état des lieux, ensuite avoir une méthode de travail avec des moyens, et puis des résultats également. Existe-t-il également des espèces plus grandes que l'Archytetus, c'est-à-dire Mesonychotetis almitoni par exemple, qui est beaucoup plus grande que l'Archytetus? On peut imaginer trouver autre chose dans ce gouffre. Alors voilà une répartition ici des calmars par densité, on va dire. Vous voyez, quand vous voyez à 50 ici, vous avez l'Afrique du Sud, l'Europe. Vous voyez, regardez, l'Europe était quand même présente. En face également, États-Unis. Vous avez également là à droite, complètement à droite, et puis en bas, aussi côté Océanie. Là. Alors, ici, une étude intéressante. Angèle Guéra disait que chaque opération d'étude, de recherche sur le calmar géant, c'est environ 2 millions d'euros. Et je pense que le problème, c'est mon impression, c'est qu'on prend mal le problème. C'est-à-dire qu'on met des moyens techniques extrêmement importants, on dépense beaucoup d'argent, alors qu'on peut étudier le phénomène par l'étude des animaux qui sont les prédateurs du calmar géant. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des études de cachalots et non pas sur des études de caméras sous-marines, etc. Il nous faudra quand même du matériel, il nous faudra quand même des études techniques, mais je crois qu'il faut aussi une étude préalable sur les espèces et le rapport entre espèces. Alors 96 caméras sur la tête du cachalot, rien. 97-99, campagne de plongée américaine au lac de la Noël, rien. 2001, Angèle Guéra, chercheur de Vigo, plus moyen Ifremer et budget, abandon. 2002, Angèle Guéra monte le même projet, échec. 2004, les Japonais prennent des photos à 900 mètres de profondeur d'un calmar géant long de 8 mètres. Et 2012, la même équipe obtient enfin la première vidéo d'un calmar géant que voici. Alors, moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est repartir, puisque nous parlions de Lucien Laubier tout à l'heure. Lucien Laubier était présent dans ces grandes campagnes et il nous manque à tous. C'était un grand ami et en même temps un grand chercheur. Et je pense que Michel, comme moi, se dit qu'il serait heureux d'être ici ce jour-là, quoi. Et donc, lors de ces campagnes profondes, Ifremer avait commencé déjà à repérer un certain nombre d'espèces, notamment des céphalopodes. Alors, il faudrait peut-être repartir sur cet état des lieux, aller un peu plus à fond, c'est-à-dire déterminer les zones où on pourrait commencer à faire des campagnes, sachant que le plateau continental à droite, ici, est très large, alors que le plateau continental en bas, vers Bilbao, est très étroit. Et que le gouffre est ici. Alors, les campagnes, moi je vois 3 campagnes, en rouge, en bleu, en vert. Donc le printemps, l'été, l'automne. Ces campagnes qui seraient 3 campagnes de 10 jours sur environ 3 ans, à peu près. Alors ça demande bien sûr une équipe, du budget, ça demande du matériel, ça demande une coopération active avec les marins-pêcheurs, parce que les marins-pêcheurs nous ramènent, vous voyez par exemple ici c'est le cas de Thierry Mondon qui nous a ramené un chirototis ici il y a quelque temps, qui sont extrêmement intéressés par les études sur les céphalopodes, bien que les céphalopodes n'entrent pas énormément dans la commercialisation de leur pêche. Enfin, ici, on va essayer de publier, faire connaître ce travail, parce que dans le fond, la grande diffusion
à mon avis, la grande méconnaissance du milieu scientifique, c'est que les scientifiques communiquent assez mal dans l'ensemble. Et heureusement que de temps en temps, on a des chercheurs qui viennent sortir de leur labo pour montrer ce travail. Alors, par exemple, de 1999 à 2011, vous voyez, 31 spécimens d'Archaeopteris des côtes ibériques ont été entrés dans la base de données des Espagnols, à Vigo. 6 spécimens dans les eaux du nord de l'Espagne, 1 dans la Méditerranée. Ensuite, les contenus stomacaux fixés dans les formants, bon d'accord, anneaux de chitine, etc. Alors, tout ça, c'est donc toute l'organisation du rangement du travail lorsque les espèces sont récupérées. Taille des proies estimée à partir des dimensions des otolithes, des mâchoires. Voilà, c'est un énorme travail. Hein. Alors, une fois qu'on a obtenu ces résultats, on peut les livrer au public et on peut aussi essayer de se répartir le travail. Voilà ce qui a été fait dans les Asturies par notre amie Angèle, le canyon d'Aviles, canyon de l'Astre, canyon de Lianes, qui sont dans cette partie des Asturies. Il faudra ensuite faire la partie plus proche Pays Basque, entre le Pays Basque et Santander, on va dire, hein, et cette zone-là qui est peut-être pas très bien explorée. Et puis ensuite, voir si on peut se servir de cette image du calmar géant pour dire le calmar géant est une espèce emblématique du maintien de la biodiversité des invertébrés marins et des écosystèmes dans lesquels ils évoluent depuis des milliers d'années. Peut-on proposer l'Archaeopteris comme le panda de la conservation de la faune marine des écosystèmes profonds? Et ensuite, essayer d'imaginer qu'un jour, on aura peut-être des petits Archaeopteris dans un aquarium, que ce soit l'aquarium de Biarritz ou ailleurs. Voilà. Je vous remercie. Je voulais juste ajouter qu'il y a des livres sur le sujet en vente à la sortie. Donc, si vous voulez mieux connaître le travail d'Angel Guerra et des chercheurs sur le calmar géant, vous pouvez trouver ça dans des bouquins, et y compris des bouquins sur les abysses. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.